poser un geste politique. Donc première connerie, c'est d'avoir laissé le groupe transpartisan se construire. Deuxième connerie, c'est même pas le gouvernement de ne pas avoir pris le sujet à bras le corps. C'est ce que j'ai dit moi quand Favnek est venu. Notre erreur, elle a été de laisser faire. Quand le lendemain du jour, on était en bureau, en bureau, il a quand même tweeté alors qu'on avait demandé à ce qu'on ne tweete pas. C'est la fin du truc. Bien sûr. C'est la même chose que Poutine quelque part où tu mets une frontière et le gars il dépasse ses limites. Le mec après il fait ce qu'il veut et il aurait tort de s'en priver puisque de toute façon. Voilà. Bien, chers collègues, bonjour à toutes et à tous. J'ai quelques annonces à vous faire avant de rentrer dans le vif du sujet. Première annonce, le bureau de la Commission des affaires économiques qui s'était réuni donc le 5 avril dernier a décidé de créer 7 nouvelles missions d'information et vous avez procédé à la nomination des rapporteurs de 6 missions sur les 7 le 12 avril dernier. Il nous en restait donc une.
Il vous est ainsi proposé de nommer pour la dernière mission d'information relative à l'avenir de l'industrie spatiale européenne comme co-rapporteur Madame Cécile Riac, groupe Renaissance, et Monsieur Aurélien Lopez-Ligori, groupe Rassemblement National. Je demande l'assentiment général, pas d'opposition. Eh bien, on considère que c'est donc fait. Deuxième annonce, je vous informe que la Commission examinera mercredi 31 mai la proposition de loi visant à remédier au déséquilibre du marché locatif en zone tendue. Ce texte sera inscrit en séance publique dans le cadre de la semaine de l'Assemblée nationale le 12 juin et il vous est proposé de nommer comme co-rapporteur Madame Anaïg Lemeur du groupe Renaissance et Monsieur Iñaki Etchaniz du groupe Socialiste. Je demande l'assentiment général, pas d'opposition particulière. Nous considérons donc qu'ils sont nommés. Nous passons donc au cœur du sujet de ce matin. La Commission des affaires économiques examine la présentation du rapport d'information de Mesdames Maud Gattel et Anaïs Sabatini sur le quick commerce. La numérisation de notre société a engendré de nouveaux modes de consommation et notamment le quick commerce qui désigne des services de livraison express de produits de grande consommation, autrement dit l'économie de la flemme comme certains l'appellent. Le toujours plus quick impose un toujours plus proche et certains quartiers ont vu fleurir ce que, en bon français, l'on nomme des dark stores et des dark kitchens, avec leur lot de nuisances visuelles, sonores et parfois olfactives. Certes, ce phénomène est très localisé, voire très concentré dans quelques métropoles, et même plutôt dans certains quartiers. Il en pose des problèmes de voisinage. Il soulève surtout de nombreuses questions d'ordre économique, notamment sur la rentabilité du modèle. Un éditorial du Monde publié hier craignait même que nous, députés, ne soyons frustrés de voir disparaître cette activité avant même d'avoir pu légiférer. Pour l'heure, on s'interroge encore, néanmoins, sur la concurrence faite au commerce de proximité. Le quick commerce soulève aussi des questions d'ordre social, en particulier sur le droit applicable aux livreurs. Pour toutes ces raisons, Maud Gattel a sollicité à l'automne dernier la création d'une mission d'information. Associée à Anaïs Sabatini, elle formule aujourd'hui 24 propositions pour réguler ce secteur. S'agissant plus particulièrement des problématiques liées à l'urbanisme, le cadre réglementaire de ces implantations vient d'être sensiblement clarifié par un décret et un arrêté publié le 22 mars dernier, dont les dispositions entreront en vigueur le 1er juillet et ne seront pas rétroactives. Pensez-vous, mesdames les rapporteurs, que ces textes réglementaires sont de nature à mettre fin aux problèmes d'acceptabilité que les implantations de dark stores ont pu rencontrer ? Mesdames les rapporteurs, vous avez la parole. Madame Sabatini. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. La mission d'information sur le quick commerce confiée par la Commission des affaires économiques à Mme Gattel et moi-même s'est fixé plusieurs objectifs qui sont développés dans le rapport que nous vous présentons aujourd'hui. Tout d'abord, nous avons analysé les caractéristiques de ce secteur ainsi que le modèle d'affaires sur lequel il repose. Aussi, nous avons mesuré l'impact de son développement extrêmement rapide ainsi que les modalités de son implantation sur les activités commerciales préexistantes, mais aussi sur la vie sociale et environnementale en milieu urbain. Nous avons déterminé l'ensemble des externalités négatives engendrées par l'implantation de ces nouveaux types d'établissements commerciaux dans les centres-villes des métropoles françaises. Enfin, en tenant compte des témoignages et des analyses de l'ensemble des personnes auditionnées, nous avons évalué la pertinence du cadre normatif applicable et la nécessité de faire apparaître de nouveaux instruments de régulation. Une des spécificités rencontrées à l'occasion de nos travaux et dont nous avions connaissance de manière concomitante à ces derniers est la rédaction de décrets qui modifierait le classement des établissements du quick commerce en droit de l'urbanisme. Un arrêté et un décret ont en effet été publiés le 22 mars dernier. Cet arrêté et ce décret seront applicables à partir du 1er juillet prochain. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble des propositions présentes dans le rapport qui vous a été communiqué, mais j'en évoquerai certaines qui me semblent particulièrement significatives. Le quick commerce se définit comme une activité de vente à distance de produits de grande consommation réalisée par voie télématique et qui repose sur l'engagement d'une livraison à domicile dans des délais très brefs, de l'ordre de quelques minutes. Il se caractérise également par une chaîne logistique qui s'appuie sur des implantations situées à proximité immédiate des lieux d'achalandise, à partir desquels opère un service de livraison. Pour cette raison, il s'agit d'un phénomène urbain qui ne concerne à l'heure actuelle et en France que les grandes métropoles. Le concept de quick commerce regroupe différents types d'établissements. En premier lieu, ce qu'on appelle les dark stores, qui sont des locaux destinés au stockage des produits, ainsi qu'à la préparation des commandes passées à distance. Ces dark stores sont généralement dotés de vitrines opaques, ce qui leur donne leur nom, et ils n'ont pas vocation à accueillir de clientèle. En second lieu, nous avons les dark kitchens qui, dans des locaux aveugles, proposent des services de restauration commerciale sous forme de repas cuisinés, emportés ou à livrer, sans accueillir de clientèle. Elles sont aménagées de manière identique à une cuisine de restaurant traditionnelle, sans comprendre, bien entendu, la salle de restauration pouvant accueillir le public.
Enfin, en troisième lieu, nous avons les drives piétons qui peuvent être considérés comme étant le troisième modèle du quick commerce. Ils proposent aux consommateurs de retirer leurs courses commandées sur Internet à des comptoirs physiques auprès de casiers connectés et réfrigérés. Ils peuvent être adossés à des supermarchés préexistants ou fonctionner de manière autonome. En général, ce ne sont que des espaces de retrait. En effet, le stockage des produits et la préparation des commandes s'effectuent dans des entrepôts généralement séparés sur le plan géographique. Le quick commerce est un phénomène particulièrement récent en France. Son développement coïncide avec la crise sanitaire, période marquée par des restrictions de circulation des consommateurs et d'accès à certains commerces. En 2020, une douzaine d'acteurs du quick commerce se sont implantés en France en promettant une livraison de courses alimentaires à domicile, généralement en moins de 15 minutes. Rapidement, ces startups ont levé plusieurs millions d'euros. On estime qu'en 2021, les startups présentes en France ont levé 6 milliards d'euros d'investissement. C'est particulièrement significatif dans un contexte où les acteurs traditionnels du secteur de la distribution subissent la désaffection des investisseurs. Ces acteurs traditionnels ont rejoint ce marché afin de concurrencer ce qu'on appelle les pure players. Certaines enseignes historiques de la distribution ont investi ce secteur d'activité afin de répondre à la demande croissante. Ce virage stratégique a pour but de répondre à la numérisation du commerce, mais également pour diversifier leur circuit de distribution et pour certaines enseignes de permettre leur implantation dans les centres-villes. Je pense notamment à Carrefour ou à Casino. L'euphorie du début, marquée par une croissance exponentielle et des investissements majeurs, est désormais largement retombée et nous pouvons clairement analyser que le quick commerce est un marché de niche. Il s'agit en France d'un phénomène exclusivement urbain et qui ne concerne essentiellement un public de jeunes individus de 25 à 35 ans. Le quick commerce représenterait 12% des achats alimentaires livrés à domicile en 2021 à l'échelle du pays et même 25% en Île-de-France. Aujourd'hui, le quick commerce génère un chiffre d'affaires assez modeste et représente une portion infime du marché alimentaire en ligne. Paris, sa petite couronne, abrite 72% des dark stores et 60% des dark kitchens. Le cadre réglementaire issu du décret de l'arrêté publié le 22 mars 2023 dernier entrera en vigueur le 1er juillet, ce qui risque d'accélérer la décroissance de ce secteur d'activité dont l'avenir était déjà incertain en France. La récente demande de placement en redressement judiciaire de la société Getir, avec pour principale justification le changement de réglementation, est particulièrement significatif. Les auditions menées depuis plusieurs mois, ainsi que nos déplacements sur les lieux d'implantation de dark store et de dark kitchen, ont mis en évidence l'existence de nombreuses externalités négatives induites par ces établissements. Tout d'abord, ces dark stores et ces dark kitchen causent dans de nombreux cas des troubles anormaux du voisinage. Les installations de quick commerce s'implantent souvent dans des locaux ou secteurs qui ne sont pas adaptés à une activité logistique. Le développement de l'activité peut générer pour les riverains des nuisances. Leur implantation dans des locaux bien souvent inadaptés et sans déclaration préalable cause des atteintes à la tranquillité et à l'intégrité des espaces communs du fait des attroupements bruyants, d'abandon de déchets, voire de dégradation. L'application des dispositifs issus du décret signé récemment sera susceptible d'améliorer significativement cette situation. Cependant, d'autres mesures qui peuvent être mises en œuvre rapidement peuvent également fluidifier les relations entre les établissements de quick commerce et les riverains. Nous avons notamment proposé d'imposer dans les plus brefs délais aux opérateurs du quick commerce l'inscription sur leur site internet de mentions permettant un contact direct par voie postale, téléphonique et électronique pour les riverains. Les riverains pourraient ainsi trouver des contacts utiles en cas de nécessité. Le quick commerce représente également un coût social non négligeable. La population active du secteur du quick commerce se singularise par l'importance des prestataires indépendants, notamment chez les plateformes Deliveroo et Uber Eats. Les missions s'accomplissent généralement sous le statut d'auto-entrepreneur. Chez les livreurs des plateformes travaillant sous le statut d'auto-entrepreneur, il ressort des auditions qu'il y aurait jusqu'à 70% de personnes étrangères en situation irrégulière. S'ajoute à cela un phénomène de sous-location de comptes. Les plateformes qui s'estiment victimes de ce genre de comportement ont mis en place des dispositifs de vérification d'identité recourant à l'intelligence artificielle. Les principales plateformes de livraison de repas se sont engagées à renforcer et à harmoniser les moyens de contrôle de l'utilisation des comptes de livreurs. À titre d'exemple, Uber Eats nous a indiqué avoir procédé à la désactivation de 2500 comptes à l'issue de la campagne de vérification des profils de livreurs. Mais les efforts entrepris apparaissent encore largement insuffisants, compte tenu de l'ampleur des fraudes. Rien ne garantit que ces campagnes de contrôle se renouvellent régulièrement et que les fraudeurs ne réussissent pas à trouver de nouvelles parades à ces dispositifs. C'est pourquoi Madame la co-rapporteure et moi-même avons proposé de renforcer les sanctions pénales encourues par des personnes se livrant à la sous-location de comptes dans le cas d'une activité de livraison de produits alimentaires.
Le travail effectué par la mission ont également confirmé la part massive de personnes dépourvues de titre de séjour parmi les travailleurs du secteur du quick commerce. Pourtant, la loi est claire et a été rappelée lors de l'audition par le représentant de la direction de l'immigration. Le Code du travail interdit d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni d'un titre l'autorisant à travailler en France. Nous avons déterminé 3 types de fraude. Tout d'abord, une fraude documentaire, c'est-à-dire l'usage de documents falsifiés ou ne permettant pas légalement le séjour sur le territoire national. D'autre part, de trop grandes facilités pour obtenir le statut d'auto-entrepreneur pour des personnes qui ne remplissent pas les conditions de régularité de séjour sur le territoire national. Enfin, la pratique de la location des comptes évoqués précédemment. Il apparaît clairement que les plateformes, malgré certaines initiatives, se montrent trop passives face à ces fraudes massives. Nous avons donc proposé de renforcer les sanctions à l'encontre des plateformes qui ont recours à des personnes en situation irrégulière. Il conviendra de préciser les conditions de ce renforcement des sanctions. Comme pour d'autres secteurs du commerce électronique, la question posée est celle de l'organisation des services de livraison. C'est la raison pour laquelle nous estimons indispensable de favoriser une meilleure prise en compte du coût véritable des livraisons du quick commerce. De notre point de vue, il s'agit d'organiser une information du consommateur à propos du coût réel et des répercussions de la livraison à domicile et d'interdire l'apposition de la mention gratuit. Il convient également d'évaluer la pertinence de montant plancher dans la facturation des coûts de livraison aux consommateurs. Je souhaiterais conclure en insistant sur l'avenir incertain du quick commerce en France et tout particulièrement des dark stores. La plupart des acteurs du marché se sont retirés du marché français pour ne laisser qu'un duopole composé de la société Getir et de la société Flink. Nous avons également assisté à une multiplication des rachats et des fusions-absorptions entre opérateurs. Les investissements réalisés dans le secteur ont connu un ralentissement très important entre 2021 et 2023, qui s'est notamment concrétisé par une réduction importante des effectifs de salariés. Comme il est indiqué dans le rapport, il est encore trop tôt pour savoir s'il s'agit de simples difficultés conjoncturelles ou de l'absence de viabilité à long terme de ce modèle économique. Cependant, plusieurs personnes auditionnées ont formulé d'importantes réserves sur la viabilité économique à long terme du quick commerce. Le coût relatif des services de livraison représente sans doute le poste de dépense le plus susceptible d'obérer les résultats financiers des entreprises du secteur. La livraison apparaît en effet structurellement comme une activité à perte. L'avenir du quick commerce en France semble pour le moins incertain, mais les exemples venus de l'étranger ont démontré la grande capacité de ces acteurs à s'adapter aux nouvelles réglementations et aux restrictions. Par exemple, à New York, la société Getir a fait le choix d'ouvrir ses magasins aux clients pour échapper à l'interdiction municipale. Il ne faut donc pas sous-estimer la capacité de résilience de ces nouveaux acteurs du commerce. Il faudra donc rester très vigilant aux conditions d'application des textes réglementaires récemment adoptés. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Sabatini. Allez-y, Madame la rapporteure, Madame Gatel. Monsieur le Président, merci beaucoup, merci de votre accueil. Alors, vous le rappeliez, si l'actualité toute récente révèle une vraie difficulté quant au business model de ces dark stores, ça ne signifie pas que le quick commerce en tant que tel serait menacé, compte tenu de l'hétérogénéité des différents acteurs qui recouvrent justement ce nouveau mode de consommation et qui vont bien au-delà de ces simples pure players des dark stores. Alors nous ne considérons pas qu'il faille s'en remettre à la main invisible du marché pour décider du sort du quick commerce, et nous estimons au contraire qu'il revient à la puissance publique de faire prévaloir des intérêts supérieurs, et je pense ici au pluralisme de l'offre commerciale, à l'égalité devant la loi qui s'impose à tous les opérateurs économiques, ainsi qu'à la préservation de l'équilibre des milieux urbains. Il nous faut également garantir les conditions d'une régulation proportionnée et d'une intégration au tissu économique et social, et contribuer à nos objectifs environnementaux. Alors, premier volet, au plan normatif, l'encadrement du quick commerce exige de veiller à l'efficacité du droit applicable au commerce. En effet, le quick commerce et la livraison express de produits alimentaires à domicile se définissent avant tout comme des activités de vente à distance. Dès lors, l'ensemble des textes qui régissent le secteur d'activité doit s'appliquer. Je fais ici notamment référence au cadre protecteur de la directive européenne du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs. Les activités du quick commerce entrent également dans le champ d'application des normes européennes qui régulent le commerce électronique. Par ailleurs, les acteurs du quick commerce doivent en principe remplir toutes les obligations qui incombent au commerce et, selon les cas, aux restaurants. Parmi ceux-ci figurent notamment les normes sanitaires fondées sur le paquet hygiène, les prescriptions qui résultent de la loi Egalim ou encore le droit de la consommation. Autrement dit, il n'y a pas de trou dans la raquette.
Du reste, les activités du quick commerce et de la livraison à domicile ne semblent pas faire l'objet de signalements ou de plaintes quant à des irrégularités particulières. C'est pourquoi la mission ne préconise pas la création de sous-catégories. Pour autant, et c'est tout l'objet de cette mission, il convient de ne pas relâcher la vigilance. De fait, les conditions d'exploitation sont assez diverses, d'où notre proposition numéro 9 de poursuivre et d'approfondir les contrôles des activités du quick commerce initiées par la DGCCRF. Au-delà, il importe qu'en pratique, les spécificités de la livraison express de produits alimentaires ne privent pas de porter les exigences établies dans l'intérêt de la société. Un exemple, le problème de la vente à distance de l'alcool. En droit, la vente de boissons alcoolisées à distance ou par Internet suppose l'obtention préalable d'une licence adaptée. Et par ailleurs, la législation française consacre l'interdiction d'offrir ou de vendre des boissons alcoolisées aux mineurs. Or, des doutes peuvent être émis quant à la capacité des acteurs du quick commerce d'assurer, en pratique, l'accomplissement des obligations établies pour en garantir le respect, à savoir le contrôle de l'identité du consommateur final. À bien des égards, la mise en œuvre des prescriptions de la loi AGEC peut susciter des inquiétudes similaires. En effet, rien ne garantit que les services de livraison de produits alimentaires prennent des dispositions pour limiter le gaspillage alimentaire et favoriser une consommation respectueuse de l'environnement. Il en va en ce qui concerne l'utilisation des produits alimentaires invendus ou de la limitation de l'usage du plastique. Les travaux de notre mission portent à conclure que les initiatives prises par les opérateurs résultent avant tout d'engagements individuels et disparates. De fait, plusieurs plateformes ont conclu le 15 février 2019 une charte d'engagement qui vise à réduire l'impact environnemental des emballages et contenants utilisés par le secteur de la restauration livrée. Pour autant, l'efficacité d'une telle démarche ne paraît pas établie. Et les exigences de la lutte contre le changement climatique et de la préservation de l'environnement justifient des mesures de caractère plus normatif. Je tiens à rappeler quelques chiffres. 20%, c'est la croissance qu'a enregistré la livraison de repas pendant la crise sanitaire et dans les mois qui ont suivi. 600 millions, c'est le nombre d'emballages à usage unique généré pour la livraison de 200 millions de repas en 2019. C'est la raison pour laquelle nous préconisons d'inscrire dans la loi de nouvelles mesures afin de conforter l'utilisation des contenants alternatifs réutilisables ou recyclables pour la livraison de produits alimentaires. Au terme de la proposition numéro 10, la mission prône d'abord le développement de la consigne, en tirant les enseignements des expérimentations initiées en application de la charte du 15 février 2021. Et dans la droite ligne des travaux de notre collègue Philippe Bollot, nous appelons ensuite à la mise en place d'un emballage standardisé aux normes environnementales les plus élevées pour la livraison à domicile de plats préparés. Nous proposons de faire payer le contenant des plats préparés et de garantir la collecte des anciens contenants en organisant des circuits de récupération par les livreurs ou de dépôt par les consommateurs. Il s'agit là d'une exigence de justice à l'égard des restaurants physiques qui sont, eux, soumis à ces obligations, mais aussi d'efficacité dans la lutte contre la pollution plastique. Deuxième volet, la régulation du quick commerce implique d'affermir les conditions d'application du droit social et du droit du travail face aux spécificités d'une économie flexibilisée et dématérialisée. De fait, les salariés des établissements du quick commerce et les livreurs forment une population active extrêmement précaire et par ailleurs très peu féminisée. Il s'agit d'actifs jeunes dont c'est la plupart du temps la première expérience, avec dotés d'un diplôme inférieur au baccalauréat, et les postes exercés dans le secteur du quick commerce souvent sont pour eux l'objet d'une première expérience professionnelle. Alors sur le plan des conditions de travail et de l'ordre public, la situation des travailleurs de la livraison express de produits alimentaires soulève au moins 3 questions fondamentales. D'abord, la pratique du travail dominical. En effet, les entreprises du quick commerce opèrent non seulement sur des plages extrêmement étendues, en semaine, mais également le dimanche. Or, rien n'assure que la poursuite du service réponde à des nécessités en rapport avec les exemptions prévues par le Code du travail. Je rappelle que la loi n'admet le maintien d'une activité le dimanche que sous réserve de motifs relativement circonscrits, à savoir les contraintes de production, de l'activité ou des besoins du public. C'est la raison pour laquelle nous considérons comme extrêmement important que les pouvoirs publics et l'inspection du travail prennent les mesures nécessaires au respect du repos dominical dans un souci d'intégrité de notre droit social et d'égalité de la concurrence. La deuxième question qui est posée au service de livraison express concerne la persistance
de situations irrégulières, à commencer par la présence massive de personnes dépourvues de titre de séjour. D'après les estimations de certaines organisations syndicales, ces dernières pourraient représenter jusqu'à 70% des effectifs employés. 3 facteurs peuvent expliquer ce chiffre extrêmement important. D'abord, l'importance de la fraude documentaire. Celle-ci se matérialise par l'usage de documents falsifiés ou de documents qui ne permettent pas en réalité le travail légal sur notre territoire. On peut également citer les conditions d'accès au statut d'auto-entrepreneur, ainsi que la pratique de la location de comptes de livreurs. Contre ces pratiques frauduleuses, les plateformes de livraison ont certes pris des initiatives, par exemple en recourant à des dispositifs techniques censés détecter les documents falsifiés ou utilisés de manière frauduleuse. Mais nous considérons qu'il faut un signal qui rappelle à l'ensemble des acteurs leurs responsabilités. C'est pourquoi nous prônons pour un renforcement des sanctions à l'encontre des plateformes qui emploient des personnes en situation illégale, afin de les inciter à donner toute la portée nécessaire à leur contrôle. À titre personnel, j'estime que la lutte contre cette forme de travail illégal ne saurait reposer sur des mesures uniquement répressives. Avec pragmatisme, il nous faudra régler la question du sort des livreurs indépendants arrivés sur le territoire, sans titre de séjour, mais dont la situation et le comportement présentent aujourd'hui toutes les garanties de l'intégration. Aussi, je plaide pour une révision de la circulaire Valls afin de permettre l'examen au cas par cas des demandes d'admission exceptionnelle au séjour pour les livreurs indépendants, du quick commerce et du secteur de la livraison. La lutte contre le travail illégal dans le secteur exige encore de tarir les sources d'une pratique porteuse de précarité pour de nombreux travailleurs indépendants. Je veux parler de l'usurpation des comptes attribués aux livreurs des opérateurs de quick commerce et des plateformes. Elles présentent les mêmes causes, à savoir la falsification des titres d'identité. C'est la raison pour laquelle, comme le rappelait Madame la co-rapporteure, nous estimons qu'il conviendrait de renforcer les sanctions pénales à l'encontre des personnes qui se livrent à la sous-location de comptes. Le dernier enjeu qui doit être traité est celui de la capacité du secteur à réduire, par le dialogue social, les disparités qui peuvent séparer les différentes catégories sur le plan des conditions de travail et du partage de la valeur. La question se pose avant tout pour les livreurs qui possèdent souvent le statut d'indépendant et qui par conséquent demeurent tributaires des rapports contractuels noués avec les donneurs d'ordre. Les travailleurs indépendants des plateformes disposent depuis la loi El Khomri d'un cadre de représentation et de négociation collective avec les plateformes, en lien avec l'ARPE, dont les missions consistent à réguler, à susciter et à accompagner le dialogue social entre les plateformes de mobilité et les travailleurs indépendants qui lui sont liés par un contrat commercial. Il s'agit là d'une exception française qui semble de nature à permettre des avancées pour les livreurs, ainsi que l'a démontré les 2 accords conclus le 20 avril dernier. Ces derniers comportent 3 principaux engagements que je voulais vous rappeler. L'instauration d'un revenu minimal garanti à hauteur de 11,75 € minimum par heure de travail effective, mais qui ne prend pas en compte le temps d'attente des livreurs. Deuxièmement, l'encadrement des déconnexions des livreurs par les plateformes. Et troisièmement, un cadre de méthode pour les conduites des négociations futures. Même s'ils demandent à être concrétisés, ces premiers engagements militent en faveur d'un renforcement du cadre de représentation et de la négociation entre indépendants et plateformes. C'est dans cette optique que nous appelons à stimuler les discussions et à veiller à la pertinence des critères d'éligibilité des organisations représentatives. Par ailleurs, il nous paraît indispensable de lever les obstacles que peuvent créer les statuts dans l'exercice des droits et garanties au travail. À l'évidence, un premier facteur d'inégalité réside dans la diversité des conventions collectives qui couvrent la population active du secteur. Aujourd'hui, on en dénombre 3, la convention collective du commerce à distance, la convention collective des transports routiers ou encore la convention collective nationale des entreprises de la logistique. Au-delà du critère de l'activité principale, le rattachement à l'une de ces 3 conventions demeure fondamentalement à la discrétion des entreprises et évidemment, ça favorise les disparités qui n'ont pas de raison d'être. Aussi, nous estimons qu'il faut travailler à l'établissement d'une convention collective unique pour le commerce de livraison de produits alimentaires à domicile. À défaut, il faut réaliser une clarification des clauses de la convention du commerce à distance et de la convention du transport, susceptibles de régir cette activité. Second facteur d'inégalité, il réside dans la précarité même du statut de travailleur indépendant. La qualification juridique de la relation de travail entre les plateformes et les travailleurs indépendants peut ainsi soulever des difficultés du point de vue de la reconnaissance des droits.
En pratique, la question posée est celle d'un rapprochement avec les droits et les garanties du salariat. Dans une certaine mesure, la jurisprudence de la Cour de cassation, illustrée par l'arrêt du 4 mars 2020, ouvre de nouvelles perspectives. Elle permet une requalification de l'activité en contrat de travail sans pour autant établir nécessairement une présomption de salariat. Du reste, la question du statut des travailleurs indépendants prend aujourd'hui un nouveau relief avec un projet de directive de la part de la Commission européenne à la suite du travail qui a été réalisé au Parlement européen et qui envisage l'établissement d'une présomption de salariat des travailleurs européens. De notre point de vue, l'assimilation à la condition de salariat ne peut être considérée comme la seule voie possible. Certains indépendants manifestent un réel attachement pour leur statut et un rapprochement des droits dont peuvent bénéficier les salariés peut être réalisé par d'autres moyens. C'est dans cette optique que nous proposons de garantir les droits des livreurs indépendants par le recours à des dispositifs de portage salarial. Troisième et dernier volet, l'intégration du quick commerce suppose d'assurer l'efficacité des instruments développés en droit de l'urbanisme. Il s'agit d'abord de préserver la physionomie et l'équilibre des paysages urbains face à des entreprises qui, dans leur quête effrénée de croissance, ont négligé les conditions de leur insertion dans des zones densément peuplées. Cette politique a pu conduire à l'aménagement de locaux aveugles qui ne contribuent pas à l'animation commerciale des quartiers ou encore à des installations dans des lieux inappropriés. Une telle situation met d'abord en cause la pertinence de l'environnement réglementaire applicable à l'implantation des établissements du quick commerce. Alors cela ne signifie pas que les documents de planification urbaine ne comprennent pas des prescriptions adéquates. Ainsi, le PLU de Paris affirme un certain nombre de principes relatifs à la définition des locaux relevant de la catégorie des commerces aux caractéristiques des devantures ou aux conditions d'exploitation des activités logistiques. Mais le véritable problème portait sur le classement des établissements du quick commerce dans les catégories prévues en droit de l'urbanisme. Le décret et l'arrêté qui ont été pris clarifient un certain nombre de choses. Et ces deux textes permettront de clarifier le statut des établissements du quick commerce au regard de la nomenclature des destinations existantes. Dans cette optique, l'arrêté apporte 3 précisions fondamentales. D'une part, il rattache les dark stores à la sous-destination entrepôt. D'autre part, il crée une sous-destination propre aux dark kitchen. Et enfin, il affirme le caractère commercial des drives piétons en les incluant dans le champ de la sous-destination artisanat et commerce de détail. Le nouveau cadre permet également d'imposer une procédure de déclaration préalable en cas de transformation d'un commerce relevant de la destination commerce et autres activités de service en dark store ou en dark kitchen. Comme le souligne le rapport, les dispositions de l'arrêté du 22 mars 2023 ne valent que pour l'avenir. C'est pourquoi nous préconisons une révision des plans locaux d'urbanisme afin de tirer pleinement parti des outils procurés par la définition des catégories auxquelles se rattachent les établissements du quick commerce. Outre la précision des normes, il importe de conforter la capacité des collectivités à imposer le respect des exigences des documents d'urbanisme. De fait, les travaux de la mission ont tendu à montrer les limites que peuvent comporter la mise en œuvre des droits de préemption et l'exercice des pouvoirs de police reconnus aux maires et aux présidents de PCI. Dans l'ensemble, l'intérêt de tels outils peut être réduit par des délais procéduraux longs ou les moyens que leur usage suppose. Aussi, 2 voies nous semblent pouvoir être explorées. Première voie, elle consisterait à favoriser un plus grand retour au prononcé d'astreinte et d'amende administrative dans le cadre du dispositif établi par la loi 2019 sur l'engagement local. En l'état, ce dernier pâtit d'un déficit de notoriété ainsi que de la relative modestie des sanctions pouvant être infligées. C'est la raison pour laquelle nous proposons de relever le montant des amendes pouvant être infligées et de mener une campagne d'information sur le dispositif. La deuxième voie pourrait conduire à envisager une décentralisation et une dépénalisation des sanctions des infractions au droit de l'urbanisme. Nous n'entendons pas évidemment minorer les enjeux que peuvent entourer l'application d'une telle mesure, mais chacun pourra convenir que de tels phénomènes disruptifs rendent malaisée une réponse rapide à l'échelle nationale compte tenu du caractère encore très centralisé de notre État. Au-delà, la régulation du quick commerce ne saurait dispenser l'État et les collectivités d'une réflexion plus fondamentale sur l'organisation de la logistique urbaine. Cette question constitue désormais un objet de politique publique et a pu donner lieu à quelques initiatives. Dès lors, il importe d'inscrire le développement du quick commerce dans le cadre des initiatives tendant à l'aménagement d'espaces de logistique urbaine adaptés à un approvisionnement des villes conforme aux exigences de la transition écologique. Je ne peux achever ce premier exposé sans remercier notre administrateur, John Hawick, qui nous a
accompagné depuis 6 mois dans la tenue de cette mission d'information au cours de laquelle nous avons auditionné 87 acteurs en lien avec le quick commerce et la livraison express de produits et biens alimentaires à domicile. Et je voulais vous remercier, Monsieur le Président, de votre accueil. Merci beaucoup, mesdames les rapporteurs. Merci beaucoup. Je vous propose de passer aux orateurs des groupes politiques. Alors, le principe, vous le connaissez, c'est 4 minutes par orateur, réponse incluse. Donc, je vous laisserai vous répartir les réponses que vous faites aux collègues. Et pour nos collègues, donc c'est 2 à 3 minutes d'intervention pour vous laisser à minima 1 minute de réponse si vous le souhaitez. Nous commençons tout de suite avec Nicolas Paco du groupe Renaissance. C'est à vous. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs, chers collègues. Ce rapport dont j'ai pris plaisir à lire ce contenu et pour lequel je tiens à vous féliciter met en avant les spécificités du quick commerce, c'est-à-dire en simplifiant le trait des plateformes proposant des livraisons en ligne à toute heure et dans des délais restreints. Ces plateformes ont fait leur apparition très récemment en France puisqu'elles n'ont connu un véritable essor qu'avec la crise du Covid-19. Ce sont, pour ainsi dire, les dernières arrivantes sur le marché de la distribution alimentaire, ce qui a évidemment des impacts sur ce marché. Des articles de presse récents montrent toutefois la fragilité du modèle et son avenir très incertain. Dans un contexte de liquidation, disparition ou de fusion des principaux acteurs depuis quelques mois, de licenciement de salariés, Le Monde titrait d'ailleurs hier « L'économie aura mis fin au quick commerce plus vite que la loi ». Néanmoins, mes 2 questions porteront sur la concurrence entre les commerces physiques traditionnels et les enseignes de quick commerce. Tout d'abord, le développement du quick commerce a-t-il entraîné une baisse des parts de marché sur les segments traditionnels du secteur, c'est-à-dire les commerces physiques? Si oui, cet effet est-il plus visible dans les communes où les commerces ont tendance à fermer plus tôt et à ne pas ouvrir le dimanche? Deuxièmement, les quick commerce respectent-ils les obligations légales auxquelles sont soumis les distributeurs traditionnels? Et je pense notamment à l'encadrement des promotions. Merci. Merci. Alors, qui souhaite répondre? Vous n'êtes pas obligé, d'ailleurs, c'est comme vous le souhaitez. Madame Sabatini, allez-y. Oui, juste quelques mots par rapport à la concurrence. Donc, il ressort du rapport qu'on n'a pas de chiffres probants démontrant qu'il y a une diminution du chiffre d'affaires des commerces physiques, puisque le panier moyen environ d'une livraison par le quick commerce, c'est à peu près 20 €. Donc, il n'y a pas forcément d'arbitrage à faire lorsqu'on est un consommateur, puisqu'on va sûrement faire d'autres achats au prix de commerce dit plus classique. En revanche, comparé notamment aux promotions, donc il y a des règles applicables, notamment avec la loi Egalim, avec l'encadrement des offres promotionnelles. Donc vous avez tout un panel dans le rapport qui indique en fait toutes les réglementations applicables dont la loi Egalim fait partie. En revanche, il y a une concurrence un peu plus diffuse sur tout ce qui touche au dark kitchen, parce qu'en fait, depuis le Covid, on peut voir qu'il y a un repli sur la sphère un petit peu plus domestique, donc des personnes qui ont recours à ces dark kitchen ne vont pas forcément aller au restaurant, et on est aussi dans une situation où l'inflation est galopante. Donc après, c'est en fonction du pouvoir d'achat du consommateur, est-ce qu'il va vraiment se déplacer dans un restaurant? Et ensuite, vous le verrez également dans le rapport, on touche un mot notamment par rapport à la concurrence entre les restaurants qui ont la possibilité de vendre leurs produits via les plateformes, mais dont l'algorithme et le classement des restaurants n'est pas forcément très transparent. Donc c'est pour ça qu'on propose une plus grande transparence dans ce domaine. Merci. Madame Gatel, allez-y, vous avez 1 minute. Oui, juste pour rebondir, les dark stores et la situation des dark stores aujourd'hui, ce ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt du quick commerce. Le quick commerce, ça va bien au-delà des seuls dark stores. On parle effectivement des dark kitchens, on parle des plateformes, et plus généralement, on parle d'un écosystème autour effectivement des plateformes, mais qui concerne à la fois la grande distribution, puisque de nombreux distributeurs passent par des plateformes Uber Eats ou Deliveroo pour faire leur livraison de courses alimentaires, et les restaurants traditionnels, mais aussi les chaînes de restauration rapide passent également par les plateformes. Donc en fait, on est vraiment dans un système d'interdépendance, et non, nous ne sommes pas trop en retard pour légiférer sur un phénomène qui va, encore une fois, bien au-delà des seuls pure players des dark stores. Et effectivement, on est dans un système d'interdépendance, c'est-à-dire que les dark stores vont concurrencer des supermarchés de quartier ou des épiceries de quartier, mais les dark kitchens sont aussi dans un système d'interdépendance avec les plateformes. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à Yael Ménage du groupe Rassemblement National. C'est à vous.
Merci, Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs, chers collègues. Le Rassemblement national souscrit aux objectifs de cette mission d'information sur le quick commerce. Cette mission entre en résonance avec la commission d'enquête relative aux révélations des Uber Files et ses conséquences sociales, économiques et environnementales du développement du modèle Uber en France. Votre rapport ne dissimule pas que ce type de commerce, adossé à un modèle économique fragile, pose de nombreux problèmes. Outre les problèmes relatifs à la concurrence de cette activité par rapport aux activités presque similaires de proximité et ceux posés par leurs conséquences sur l'environnement urbain, l'un des problèmes principaux est social et économique. En effet, les entreprises de quick commerce sont irrespectueuses des obligations légales quant au statut des personnes employées, ce qui rend leurs conditions de vie particulièrement précaires, notamment en l'absence de protection de leurs droits sociaux. Cette population est majoritairement jeune, masculine et très peu qualifiée. Une part massive des personnels du quick commerce et de la livraison de produits alimentaires sont dans des situations irrégulières du point de vue du respect de la loi et de leur protection sociale. On constate aussi la part très majoritaire de personnes dépourvues de titres de séjour, jusqu'à 70% des employés selon les entreprises. De ce point de vue, il est regrettable que des filières de trafic d'êtres humains profitent de cette opportunité créée par le développement de ce modèle économique douteux. Plus destiné à servir les personnes aisées des grands centres urbains qu'à offrir des opportunités professionnelles dignes à des populations déjà fragilisées par leurs conditions d'existence, ce type de commerce favorise aujourd'hui le recours à une main-d'œuvre maltraitée, mal adaptée, peu voire pas intégrée. Les fraudes au titre de séjour et à la protection sociale, notamment, ne font pas l'objet de contrôles sérieux, tant de l'administration que des employeurs, et font ainsi prospérer des activités quasi criminelles, parallèles, qui se greffent mécaniquement sur une pratique pour le moins opaque. Il est dès lors indispensable d'envisager des mesures destinées à faire rentrer le quick commerce dans les faits, dans le respect strict des lois qui régissent l'emploi en France. Ce secteur est assurément à mettre en conformité effective avec l'application du droit social et le Rassemblement national ne saurait se satisfaire de quelques mesures qui manifesteraient, par exemple, à la faveur d'une régularisation massive de personnes contrevenant au droit à une prime à la fraude. Les rapporteurs peuvent-ils nous dire si quelques pistes de bon sens pourraient être appliquées ? L'application de la loi en matière de séjour sur le territoire national, le renforcement des contrôles de la part de l'administration et des employeurs, le renforcement de la loi lorsque le défaut d'obligation des employeurs en matière de vérification des conditions d'emploi des personnes est constaté. Merci. Merci. Alors, qui souhaite répondre ? Madame Sabatini. Oui, quelques éléments, puisqu'il ressort du rapport que 70% des travailleurs sur les plateformes sont en situation irrégulière. Donc certes, il y a un contrôle qui doit être fait, puisqu'on ne peut pas légalement embaucher quelqu'un en situation régulière, puisqu'un employeur est dans l'obligation de se renseigner sur la nationalité du travailleur. Et s'il n'a pas la nationalité française, alors on doit avoir une autorisation de travail pour avoir un titre de séjour en conséquence. Donc aujourd'hui, il existe un titre de séjour qui peut être donné en fait pour des travailleurs, pour des travails temporaires ou des travails salariés, mais la difficulté c'est que sur ces plateformes en fait il y a énormément, voire quasiment que des livreurs avec le statut indépendant. Donc aujourd'hui la circulaire Viles de 2012 n'est pas en mesure en fait de traiter vraiment ce cas spécifique. Donc aujourd'hui en fait le cadre réglementaire c'est plus, je crois qu'il y a eu une signature de charte d'ailleurs où les plateformes s'obligent et se disent d'ailleurs les premières victimes en fait de cette situation. Donc elles s'obligent à faire des contrôles et elles indiquent en fait avoir recours notamment à l'intelligence artificielle et aussi avoir recours à des entreprises extérieures, notamment privées, pour vérifier la véracité des documents d'identité, puisqu'en fait une des premières difficultés ce sont des documents en général d'identité qui sont falsifiés et ensuite il y a les problèmes des sous-comptes, puisque généralement ces livreurs sans papier utilisent des comptes qui sont déjà donnés à une autre personne et en fait il y a un système de reversement de 20 à 30% du chiffre d'affaires à cette personne lorsque le compte est utilisé à cette fin. Donc il y a un vrai travail qui est fait sur cela et notamment les contrôles, en tout cas c'est ce que les plateformes nous ont dit, c'est qu'elles se penchent sur l'identification de connexions particulièrement longues, si une carte de crédit est finalement attachée à plusieurs comptes, donc ça pourrait être des indices en fait qui laisseraient à penser que ce sont des travailleurs en fait qui n'ont pas l'obligation, qui n'ont pas l'autorisation de travailler dans ces conditions. Merci, pardon, j'ai dérapé sur le calendrier. Excusez-moi. Madame Simonet, groupe LFI.
Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs, je remercie les rapporteurs pour ce travail et j'ai d'ailleurs assisté à plusieurs auditions passionnantes. Votre rapport traite d'un phénomène extrêmement néfaste, véritablement plaie qui atteint nos villes, le quick commerce, parce qu'il est antisocial, il repose sur un modèle du livreur-travailleur surexploité, souvent sans papier, sans indemnisation en cas d'accident du travail, aux très faibles droits en termes de sécurité sociale et retraite, sans droit au chômage. Et c'est également un modèle anti-écologique parce qu'il encourage le consumérisme immédiat et aveugle, démultipliant les déplacements inutiles et polluants, et contribue enfin à détruire la vie économique des villes où il s'installe, en multipliant les façades aveugles et en concurrençant de manière déloyale le petit commerce. Or, ce phénomène d'ubérisation, le pouvoir macroniste ne cesse de le soutenir. C'est ce que nous démontre d'ailleurs la commission d'enquête en cours, dont je suis la rapporteuse, sur les Uber Files. Et cette mission, c'est bien sur la base d'un scandale du même ordre qu'elle a été créée. Et il faudrait le rappeler. Parce que la première version du décret sur les dark stores et dark kitchen, d'août 2022, était directement rédigée avec et pour les plateformes du quick commerce, en les considérant comme de simples commerces. Ces plateformes sont sciemment hors la loi, y compris des plateformes type Getir qui se vantent d'être dans un modèle de salariés. Getir, d'ailleurs, qui est en redressement judiciaire, a licencié l'an dernier 800 salariés sans aucun plan social, alors que la loi impose un PSE dès qu'il y a au moins 10 licenciements en 30 jours. Je rappelle que Getir a touché 1 200 000 € entre 2021 et 2022. Vont-ils rendre l'argent ? Alors moi, je vous le dis, il est vraiment temps de séparer les lobbies et l'État et de ne plus laisser à des plateformes hors la loi le soin d'écrire la loi. Alors heureusement, une mobilisation d'élus locaux a contraint le gouvernement à revoir sa copie et a débouché sur le décret du 23 mars dernier qui considère les dark stores et dark kitchen comme des entrepôts, donnant un levier aux collectivités pour empêcher des implantations néfastes nouvelles sur leur territoire. Dans ce rapport, vous abordez également le statut des travailleurs. Alors je souhaiterais vraiment féliciter Maud Gattel et vous dire à quel point je partage votre souci de nécessité de régulariser les livreurs sans papier et de modifier pour ce faire la circulaire Valls, que le gouvernement vous entende. Et j'attends d'ailleurs toujours la réponse à ma question écrite de la part de monsieur le ministre de l'Intérieur Darmanin à ce sujet. Par contre, concernant le statut social des travailleurs des plateformes, vous préconisez la solution du portage salarial et vous citez le rapport Frouin. Je veux quand même vous rappeler que le rapport Frouin a d'abord dit que l'évidence serait de requalifier en salariés les travailleurs des plateformes conformément à la jurisprudence. Le portage salarial n'est une solution de protection sociale que pour les vrais indépendants, ceux que les livreurs ne sont pas. Le Parlement européen préconise l'adoption d'une directive de présomption de salariat et vous semblez hélas l'écarter. Pourquoi ? Je l'avais dit en question d'actualité au gouvernement à monsieur Dussopt, il faut un véritable débat au Parlement conformément à l'article 50 alinéa 1 pour qu'on puisse débattre et voter sur la position de la France. Merci. Voilà, votre proposition de dernière phrase, conjointe minorité présidentielle et RN, serait-elle donc de protéger les plateformes au détriment des droits des travailleurs ? Merci. Alors, en quelques secondes, une réponse, Madame Gattel. En quelques secondes, et cher Daniel Simonet, merci beaucoup de votre question, mais je dois vous démentir, cette mission d'information, elle n'est pas du tout liée à un scandale, lié à un pré-projet de décret qui n'avait été en rien validé par la ministre Olivia Grégoire, mais parce que j'avais porté une proposition de résolution il y a désormais plus d'1 an sur cette même question, et c'est un sujet qui, comme vous le savez, me tient particulièrement à cœur. Sur la question du portage salarial, c'est qu'on considère effectivement qu'il y a une petite partie des livreurs qui sont des vrais indépendants et qui souhaitent conserver ce statut tout en, et nous considérons pour autant qu'ils doivent prétendre à davantage de droits, d'où cette proposition du portage salarial. Mais on mentionne également le travail en cours de la Commission européenne, post le travail qui a été fait par le Parlement européen, porté par ma collègue Sylvie Brunet. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à monsieur Jérôme Nury du groupe LR. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs. Votre mission met bien en lumière les limites, voire les dégâts que peut causer cette forme d'économie baptisée quick commerce. Que ce soit en termes sociaux avec des salariés ou des travailleurs précarisés, dans des conditions de travail souvent difficiles, mais les dégâts sont aussi indirects, notamment auprès du commerce de proximité. Les prix cassés que l'on retrouve dans ce type de commerce concurrencent de manière déloyale les commerces classiques. Le quick commerce concerne surtout les grands centres urbains, essentiellement l'Île-de-France. Mais il faut veiller à ce qu'il ne se diffuse pas sur nos territoires ruraux et nos villes moyennes.
Le meilleur moyen de limiter l'extension de ces pratiques, chères à la Startup Nation et aux adeptes de la mondialisation heureuse, c'est d'accompagner nos commerçants afin qu'ils développent eux-mêmes des services de livraison, des services de présence sur le web, des services de click and collect. Or, nous manquons d'outils de la part de l'État pour faire passer notre commerce de proximité vers ces outils. Les régions, les conseils départementaux et les intercommunalités mettent en œuvre des opérations collectives de modernisation du commerce pour aider les commerçants dans leurs investissements. Or, la suppression du FISAC, opérée lors du précédent quinquennat par la majorité Renaissance, prive ainsi nos territoires de fonds d'État. Cela a été redoutable car nos opérations collectives sont aujourd'hui sous-dotées. Ne pensez donc vous pas qu'il serait utile de faire renaître un fonds dédié type FISAC pour aider nos commerçants de proximité à investir et à rendre les mêmes services que le quick commerce, afin également de gommer les distorsions de concurrence entre ces différentes activités commerciales. Merci. Madame Gatel. Alors, juste pour rebondir sur ce que vous évoquiez par rapport au prix cassé des dark stores. Alors, je voudrais préciser, comme l'a répondu tout à l'heure Madame la rapporteure, que les dark stores respectent le SRP, respectent la loi Egalim. L'un d'entre eux, l'un des deux acteurs restants, passe par une centrale d'achat, puisqu'ils sont adossés à Carrefour. Mais là où je vous rejoins sur un point, c'est qu'on a la question de la livraison. Et de la livraison qui est souvent gratuite. Or, et c'est aussi un point qui est développé dans le cadre de ce rapport, c'est qu'on souhaite que la livraison a un coût et on souhaite que l'information soit donnée sur le réel coût. D'abord, il a un coût parce qu'il faut rémunérer, et c'est le sens de notre rapport, le mieux possible les livreurs, mais il a aussi un coût à travers des externalités négatives liées notamment à la dimension environnementale. Et on s'est effectivement posé la question autour de ces expressions livraison gratuite qui tendent finalement à faire perdre de la valeur à toute la chaîne, puisqu'il n'y a pas de livraison gratuite, et ça fait partie des propositions que nous faisons sur justement l'information aux consommateurs, pour que chacun sache ce qu'il paye réellement, et pour qu'il n'y ait plus de mention de livraison gratuite, pour que le vrai coût soit donné, et qu'il n'y ait pas de perte de valeur à tous les niveaux de la chaîne. Merci. Madame Sabatini, allez-y, vous reste... Et juste un élément pour nuancer votre propos, parce que vous parlez de prix cassés, mais ce n'est pas vraiment des prix cassés, puisqu'en général, en tout cas lors des auditions, on a eu connaissance en fait, de la faible acceptabilité du prix de la livraison par les consommateurs. Donc généralement, le prix qui n'apparaît pas vraiment pour la livraison est répercuté directement sur les produits. Donc on est plus dans le cadre d'offres promotionnelles que finalement de vente de produits à prix cassé. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à Madame Louise Morel du groupe Modem. C'est à vous. Merci Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs, chers collègues. Au nom du groupe démocrate, je voudrais saluer la qualité de votre travail sur ce rapport, sur un sujet qui préoccupe beaucoup de nos concitoyens, mais également de nos collectivités locales. Le quick commerce, vous l'avez dit, a pris de l'ampleur durant la crise sanitaire. Il est à l'origine aujourd'hui de nombreux embarras dans les zones urbaines denses. Le développement rapide des dark stores, des dark kitchens, provoque de fortes gênes urbanistiques et sonores, mais également sociales. Je voudrais revenir plus particulièrement sur les problématiques sociales et plus particulièrement sur les conditions de travail des travailleurs des plateformes. On a commencé à avoir ce débat, mais plus précisément, les conditions de travail inhérentes à ce métier sont particulièrement difficiles, il faut le rappeler. Travail en milieu urbain physique, parfois dangereux, charges parfois lourdes, horaires décalés, et ces travailleurs sous statut indépendant ne bénéficient ni d'une couverture sociale, ni d'un accompagnement financier d'ailleurs de la part des plateformes pour l'acquisition d'un moyen de transport. Dans ces conditions, il apparaît que les livreurs travaillent en moyenne entre 9 mois et 1 an maximum dans ce secteur. Dans votre rapport, vous indiquez que près de 70% d'entre eux sont dépourvus de titre de séjour et face à leur impossibilité de travailler légalement sur le territoire, ils sont souvent contraints, pour survivre, d'utiliser le compte professionnel d'un tiers qui peut leur sous-louer, et c'est jusqu'à 100 € par semaine pour eux. Alors, mesdames les rapporteurs, j'ai plusieurs questions. Comment pouvons-nous limiter la sous-location de comptes professionnels, qui est d'une certaine manière, le mot est peut-être un peu fort, mais une nouvelle forme
forme d'esclavage moderne. Et par ailleurs, récemment, un accord a été signé entre les livreurs et les plateformes qui a mis en place une rémunération minimale garantie de 11,75 € pour chaque heure d'activité. Votre rapport dénonce, et vous venez de le rappeler, que le prix payé par les consommateurs pour leur livraison ne correspond pas au coût réel de la course. Alors que pensez-vous de cet accord ? Comment s'assurer que le montant soit réellement respecté alors qu'aujourd'hui nous en sommes visiblement encore loin ? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Gatel, allez-y. Merci beaucoup. Plusieurs sujets abordés. Effectivement, vous avez tout à fait raison, la question de la sous-location de comptes s'apparente à de la traite d'êtres humains, puisque ce sont des personnes qui, sous couvert de rémunération, ouvrent un compte sur l'une des plateformes pour le sous-louer à des personnes qui ne sont pas en situation légale de travailler. Et c'est la raison pour laquelle nous appelons à ce qu'il y ait de véritables sanctions sur ce type de pratiques qui sont absolument inadmissibles, ignobles, et qui aujourd'hui finalement sont peu connus et peu sanctionnés. Sur votre deuxième question, je le rappelais, effectivement, il y a une dizaine de jours, un accord s'est fait jour entre les représentants des livreurs et les plateformes. Alors, il faut quand même rappeler que le cadre des négociations est extrêmement récent, puisque les élections ont eu lieu très très récemment, sous l'égide de l'ARPE, et nous n'en sommes qu'au début de ce dialogue social qui doit se poursuivre, s'accélérer. C'est un premier pas. Il y a la question effectivement du montant minimal de livraison, mais comme je l'indiquais, on parle de livraison, on ne parle pas de temps d'attente, donc en réalité, ces 11,75 € ne signifie pas qu'à l'heure, les livreurs gagnent 11,75 €. Mais il y a un deuxième volet dont on a moins parlé et qui est, à mon sens, beaucoup plus important, c'est la question de la déconnexion et le caractère contradictoire des déconnexions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les plateformes ont, d'une certaine manière, tous les droits concernant les déconnexions. Cet accord permet qu'il y ait une véritable procédure contradictoire pour faire en sorte que les livreurs ne soient pas déconnectés simplement sur le bon vouloir... les livreurs ne soient pas déconnectés par les plateformes sur le bon vouloir des plateformes. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à Monsieur Albertini du groupe Horizon. Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs, mes chers collègues, à mon tour de vous dire l'intérêt que j'ai eu à la lecture de votre rapport d'information et de saluer votre travail tant il est fouillé et complet. Vous vous êtes attaqué à un sujet qui concerne particulièrement nos territoires urbains, qui est composé aux élus locaux de nombreuses difficultés ces derniers mois. Les maires sont désormais à l'aise pour débattre des dark stores, des dark kitchens, nouveaux secteurs de l'activité et de l'économie de la flemme, ce concept très contemporain qui surfe sur les nouvelles habitudes de consommation du « on veut tout à toute heure et depuis son canapé ». On pourrait croire que ces nouvelles pratiques, outre qu'elles abîment la langue de Molière, sont irrésistibles, s'imposent à tous. Pourtant, plus que de les subir, plus que de les accompagner, il est nécessaire de les réguler. Et sur ce point et de ce point de vue, votre rapport d'information et les propositions que vous formulez sont très pertinentes. Le quick commerce pose des questions en matière de droit du travail par l'ubérisation des contrats. Il pose des questions en matière d'aménagement du territoire par la création souvent sauvage de zones de stockage. Il pose des questions en matière de coût environnemental par la multiplication des micro-déplacements. Enfin, il pose des questions en matière de qualité de vie aussi bien pour les riverains que pour les salariés. Et comme vous l'avez précisé il y a quelques instants, la génération d'un volume de déchets relativement considérable. J'ai donc une question peut-être un peu provocante, mesdames. Le quick commerce n'est-il pas à rebours de nos engagements pour réduire l'impact environnemental et promouvoir une économie verte ? Je vous remercie. Merci. Alors, qui répond ? Allez-y, Madame Gatel. Alors, question totalement pertinente et je pense qu'on partage absolument votre constat sur cette tendance de consommation qui a explosé au moment de la pandémie, qu'il nous faut réguler au maximum et qui va très clairement à l'encontre de nos engagements environnementaux. Je le rappelais, la loi AGEC, finalement, ne concerne que très, très, très indirectement le secteur de la livraison à domicile, alors que vous avez en même temps des professionnels, notamment de la restauration rapide, qui font des efforts attendus et nécessaires. Vous avez en parallèle l'explosion d'un secteur d'activité qui, au contraire, joue sur la profusion des emballages, des plastiques, et c'est la raison pour laquelle on appelle vraiment à avancer justement sur cette question, d'être extrêmement volontariste pour faire en sorte qu'il y ait une diminution maximale de la quantité de déchets, puisque ce phénomène de livraison de repas à domicile ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, et
il nous faut donc vraiment avancer donc, à travers des contenants qui soient les plus exigeants sur le plan de la durabilité, développer la consigne aussi à travers la mise en place d'une économie circulaire des contenants et faire payer le contenant au consommateur final, parce qu'à nouveau, tout ça a un coût social, un coût environnemental, et il faut que chacun en soit conscient. Merci. C'est bon ? Très bien. Nous passons donc à Monsieur Charles Fournier du groupe écologiste. C'est à vous. Merci Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs. Alors, nous sommes là devant le dernier avatar de l'ubérisation et à travers ce qu'on appelle l'économie de la flemme. Voilà, ce qui en dit long sur le sujet qu'il y a derrière. Et donc, derrière ça, évidemment, nous avons un modèle très dépendant au travail précaire, aux travailleurs indépendants. La moitié des entrepôts sont en situation irrégulière si on regarde le droit de l'urbanisme, et c'est le cas notamment à Paris. Ils proposent des vitrines et des devantures opacifiées qui abîment l'esthétique de nos villes. Un niveau d'hygiène discutable, le rapport nous le confirme, il y a là aussi des sujets. Et puis c'est en concurrence directe, alors on peut euphémiser, dire qu'on n'a pas de données scientifiques sur la mise en concurrence, mais ça se rajoute à tout le reste de la concurrence au commerce de nos cœurs de ville, et on voit bien l'effondrement qui peut exister. Et c'est souvent le « en même temps » qui a régné, c'est-à-dire en même temps on autorise d'un côté, et de l'autre côté on est les grands défenseurs du commerce de cœur de ville. Des nuisances occasionnées, de va-et-vient répété de stationnement des livreurs. Bref, derrière tout ça, il y a aussi un modèle de société qui se joue, le tout-consommation, des impacts écologiques énormes, une accélération de cette logique-là. Et tout le monde s'y met. D'ailleurs, les grandes enseignes comme Auchan, Carrefour, Casino ont racheté certains de ces acteurs et se sont positionnés aussi là-dessus. Alors, pour nous, la liste est longue. Et quand on a un rapport d'information comme celui-ci, on peut attendre de taper fort, pas simplement de réguler, trouver... Même c'est bien d'avoir des emballages consignés, c'est extrêmement intéressant, mais ça ne règle pas le problème de fond. Le problème de fond de ce modèle-là. Comment on s'attaque à ce modèle-là ? Moi, je n'ai pas toutes les solutions, mais au moins 2 questions. Pourquoi ne pas proposer que les maires aient le pouvoir réel d'interdire, et pas simplement par l'artifice du fait que ça soit considéré comme des entrepôts et non pas du commerce, aient le pouvoir d'interdire ce type de commerce sur l'ensemble de leur territoire. Et puis pourquoi ne pas aller plus loin sur la question de la présomption de salariat ? Dans le rapport, vous évoquez le portage. Comme vous l'avez dit, peut-être intéressant pour quelques-uns. Mais que fait-on sur le reste ? Et là-dessus, quelle est votre position, vous, les 2 rapporteurs, sur la présomption de salariat ? Parce que c'est bien là aussi le scandale qu'il y a derrière ce modèle. Merci. Alors, qui souhaite répondre ? Madame Gatel, allez-y. Merci. Alors, 2 choses. Première chose par rapport au pouvoir réel des maires. D'ores et déjà, avant même le décret et l'arrêté pris par le gouvernement, les maires avaient tout à fait la possibilité d'autoriser ou d'interdire l'installation, au regard de leur PLU, de ces dark stores et ces dark kitchens. Simplement, et d'ailleurs c'est assez intéressant, on a vu que Lyon s'est saisi tout à fait de ces possibilités, la municipalité de Lyon, et beaucoup moins à Paris. Et on a vu la situation parisienne et on a considéré qu'il y avait un manque de moyens. Ça n'était pas le cas. Les moyens existaient. Ils ont été renforcés et très utilement renforcés par le décret et l'arrêté qui ont été pris par le gouvernement. Mais aujourd'hui, les maires ont tous les moyens entre leurs mains. Néanmoins, on propose dans ce rapport de réfléchir à la décentralisation et de dépénalisation, tout simplement parce que ça engendre le code de l'urbanisme engendre des procédures qui sont longues, puisqu'on parle de sujets qui relèvent du droit pénal. Sur la question de la présomption de salariat, je pense avoir répondu tout à l'heure. Il y a effectivement la question du portage salarial. Il y a le sujet qui est actuellement à la Commission européenne autour d'un projet de directive. Je voudrais juste rappeler que le texte initial du Parlement européen a été rédigé par ma collègue issue du mouvement démocrate, Sylvie Brunet, donc je partage tout à fait sa position. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à Madame Marie-Noëlle Battistel du groupe socialiste. C'est à vous. Merci, Monsieur le Président.
Merci beaucoup, mesdames les rapporteurs, pour votre travail et pour la restitution sur cette question importante, ou cette tendance de consommation qui est en forte progression, notamment depuis la crise Covid, qui m'appelle 3 questions. Certaines ont déjà été évoquées, sur l'impact environnemental, notamment au-delà de la question du coût de la livraison que vous avez évoqué. Il y a évidemment le coût environnemental plus réel. Est-ce que vous avez évalué cet impact environnemental et la proportion d'utilisation de modes de mobilité propres par rapport à la mobilité traditionnelle, sans compter la question des emballages que vous avez évoquées. Donc ma question, c'est comment imposer des pratiques vertueuses plutôt que de les encourager et dissuader les pratiques polluantes. Donc au-delà de ces encouragements, est-ce que vous envisagez de proposer une PPL ou des aménagements législatifs qui pourraient être beaucoup plus coercitifs. Sur la question de la concurrence avec les petits commerces de proximité, on assiste évidemment à une ubérisation des centres-villes. Est-ce que la réglementation vous paraît suffisante? Mon collègue a évoqué la question de la possibilité donnée aux maires. Évidemment, aujourd'hui, ils peuvent davantage gérer les implantations, mais est-ce que cela est suffisant? Sur la question des inégalités territoriales qu'a évoqué mon collègue Nury tout à l'heure, sur les milieux ruraux qui seront évidemment pas forcément desservis par ce type de commerce, peut-être faut-il s'en réjouir d'ailleurs. Et ma dernière question porte sur les conditions de travail sur lesquelles vous avez travaillé. C'est un sujet qui nous semble évidemment majeur à sécuriser, à la fois sur la question des rémunérations, qui sont bien loin d'être à la hauteur du travail, sur la question de la pénibilité, sur la question de l'accidentologie, puisque beaucoup sont à vélo et avec des conditions de rapidité d'exécution qui les entraînent assez régulièrement sur des accidents. Voilà, donc en clair, est-ce que votre travail va déboucher sur des propositions législatives qui puissent encadrer davantage sur les 3 points que je viens d'évoquer? Je vous remercie. Merci. Qui souhaite répondre? Alors... Oui, juste quelques mots concernant le verdissement des flottes de véhicules. Donc ça, on l'a évoqué dans le rapport. Donc il y a déjà un cadre législatif qui existe, puisqu'on a la loi LOM, on a la loi climat et résilience, sauf erreur de ma part, sauf qu'on est plutôt sur une obligation de moyens et pas de résultats. Donc nous, on préconise déjà de durcir un petit peu ces règles pour notamment obliger les entreprises à aller vers un verdissement de leur flotte de véhicules de plus en plus important. Concernant ensuite le salaire minimum, après je laisserai ma collègue répondre sur le reste. Sauf erreur de ma part, on a également un accord qui a été signé en avril 2023 par le biais de l'ARPE et en fait qui, ma collègue l'a dit tout à l'heure, qui encadre en fait les abus de déconnexion, mais également qui met en place un salaire minimum. Donc ça, c'est quand même un point à souligner, puisqu'en peu de temps, il y a quand même une évolution qui s'est faite. Vous souhaitiez compléter, Madame Gatel? Oui, simplement sur le verdissement des flottes, effectivement, il y a un certain nombre de choses qui sont prévues par la loi LOM, mais on se heurte à une difficulté particulière. Vous avez d'un côté les dark stores qui font appel à des livreurs qui sont salariés et pour lesquels, dans la plupart du temps, à une exception près, vous avez des flottes qui sont propres, c'est-à-dire vélos électriques, scooters électriques. Évidemment, ça n'est pas le cas de tous les livreurs indépendants qui ne sont pas aidés dans l'achat de véhicules propres. Dès lors, il faut qu'on avance sur ce sujet et notamment, et ça c'est une proposition que je porte à titre personnel, de donner le pouvoir aux collectivités territoriales d'avancer dans le cadre des ZFE. Merci beaucoup. Je crois que tous les orateurs groupes qui le souhaitaient ont pu s'exprimer. Très bien. Je vous propose de passer aux questions individuelles. J'en ai pas beaucoup à ce stade, mais n'hésitez pas à lever la main si vous en avez, qu'on puisse vous noter. 1 minute par question, on les prend toutes et ensuite vous répondez d'une traite. On commence avec Monsieur Bouix. Merci Monsieur le Président. Mesdames les rapporteurs, vous avez mentionné la situation de la vente d'alcool
et l'absence de licence. Je voulais savoir si vous aviez constaté d'autres infractions à la réglementation. Je pense notamment à votre rapport qui fait mention des produits d'hygiène et plus particulièrement des produits de santé, que ce soit du matériel médical ou des médicaments, et que ce soit fait et réalisé soit par des acteurs institutionnels du monde de la santé, soit par des acteurs non institutionnels. Merci. Bien, nous continuons avec Madame Grangier. Merci Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs, merci beaucoup pour ce rapport complet qui décrit une situation très préoccupante. Un des facteurs de la précarité des travailleurs exerçant dans le secteur du quick commerce tient au statut de travailleurs indépendants, car ils sont en général en portage salarial. Il existe pourtant de manière évidente un lien de subordination entre les plateformes et les livreurs. Les plateformes du type Deliveroo ou Uber Eats fixent les niveaux de rémunération, supervisent à distance les prestations et ne permettent bien souvent pas aux livreurs de choisir leurs horaires et de refuser leur mission. En effet, dans la grande majorité des cas, ces plateformes disposent de ce que l'on peut qualifier d'autorité sur les livreurs. Ne serait-il pas pertinent, du coup, de mettre en place un système de présomption de salariat si plusieurs des critères évoqués sont remplis, afin d'éviter un obstacle majeur à la reconnaissance et à l'exercice des droits sociaux et du droit du travail? Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous passons à Monsieur Vigier. Oui, merci, Monsieur le Président. Mesdames les rapporteurs, les collectivités territoriales, vous le savez, sont en première ligne face aux risques que pose l'émergence de ces nouvelles formes de commerce. Comme le souligne très bien votre rapport, il demeure difficile d'identifier un cadre juridique précis permettant aux élus locaux de réguler ce phénomène et de maintenir une diversité commerciale. Le droit en vigueur prévoit des procédures, mais elles restent insuffisamment efficaces. En 2022, le gouvernement publie un guide sur les règles applicables de ces nouvelles entités, notamment en matière de respect des documents d'urbanisme. Aussi, ce guide est-il toujours opérant? Répond-il aux attentes des collectivités territoriales face aux enjeux de la gestion des sols et de l'aménagement du territoire? Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur Vogetta. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs. Merci pour ce rapport d'une grande qualité. Une observation, vous avez mentionné et relevé dans votre rapport le fait que ces sociétés, les acteurs du secteur se trouvent face à des défis en termes notamment de financement. Et il est vrai que ce sont des sociétés qui, immédiatement après le Covid, ont attiré énormément de capital du fait de l'attractivité apparente de ce nouveau business model. Mais depuis, elles ont subi un énorme reflux de la part de l'intérêt, en termes d'intérêt des investisseurs et des fonds de venture capital notamment. Et d'ailleurs, vous l'avez souligné vous-même, la plupart des fonds levés sont désormais voués à la consolidation du secteur, rachat d'acteurs en difficulté. Et étant donné les tendances actuelles et la crise du financement des startups, et en particulier de ces startups dont le post-Covid démontre qu'elles ne sont pas forcément adaptées à une réalité des besoins, nous nous trouvons face à une industrie qui aura peut-être complètement disparu dans les 12 prochains mois. Du coup, quel est votre... D'abord, avez-vous analysé la situation financière de ces entreprises et avez-vous proposé une adaptation de travail législatif en fonction du calendrier de cette disparition possible? Merci, Monsieur Vogetta. Merci. Merci, Madame Simonet. Oui, mesdames les rapporteurs, vous n'avez pas répondu à ma question concernant l'origine de la première version du décret sur les dark stores et dark kitchen. Quelles sont les plateformes qui ont participé à l'écrire? Et comment se fait-il que ce premier projet n'ait pas fait l'objet d'auditions contradictoires avec les élus locaux? Je vous remercie. Merci. J'ai Madame Engrand. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames, les rapporteurs, pour votre travail. Vous avez évoqué le sujet, la vente des produits alcoolisés fait partie de l'offre commerciale des acteurs du quick commerce. Selon plusieurs personnes auditionnées, la vente d'alcool représenterait une part significative du chiffre d'affaires des entreprises du quick commerce. Il apparaît pourtant que la législation interdisant la vente d'alcool aux mineurs soit peu ou pas contrôlée. Quelles mesures pourraient être envisagées pour garantir le respect de la législation sur la vente de la livraison et la livraison des produits alcoolisés, notamment pour les mineurs? Merci. Merci beaucoup. J'ai Monsieur Botorel. Merci Monsieur le Président, Madame les rapporteurs, merci pour la présentation de ce rapport ce matin. D'abord, très rapidement,
quand j'ai entendu M. Nury tout à l'heure, je ne peux pas laisser passer que l'État aurait été absent dans l'accompagnement des commerces à la recherche de l'omnicanalité. Je veux rappeler les investissements extrêmement lourds qui ont été faits en 2020, en soutien des collectivités d'ailleurs, sur la numérisation des commerces. C'est bien la Banque des territoires qui était aux côtés des collectivités et qui a permis le déploiement d'un certain nombre d'outils pour ces commerçants en recherche de leurs clients au moment où la crise Covid était au plus dur. Je voudrais savoir, Madame les rapporteurs, comment vous avez accueilli le rapport de l'ADEME qui essaye de cerner le sujet pour éviter les poncifs qu'on a pu encore entendre ce matin sur le fait que le e-commerce serait moins respectueux de l'environnement que le commerce local. Les choses sont beaucoup plus complexes, ainsi que le dit le rapport de l'ADEME. Comment l'avez-vous accueilli? Comment l'avez-vous intégré éventuellement à votre sujet, puisque le quick commerce n'est pas le e-commerce n'est pas uniquement le quick commerce, c'est un sujet effectivement extrêmement important. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Delépinot. Merci Monsieur le Président, merci Mesdames pour la qualité de votre travail. Vous évoquez dans votre rapport l'ampleur des sous-déclarations des revenus des auto-entrepreneurs travaillant en lien avec des plateformes de quick commerce. Le phénomène est considérable puisque le manque à gagner généré par ces sous-déclarations s'élève à plus de 40% des cotisations dues. Par ailleurs, les déclarations faites par les plateformes elles-mêmes sont, selon l'Observatoire du travail dissimulé, insuffisantes. Dans un contexte de sous-déclaration massive, pouvez-vous considérer que le recours au dispositif contractuel du tiers de confiance que vous préconisez soit suffisant pour inverser la tendance? Et peut-on compter sur la seule bonne volonté des opérateurs du secteur sans consolider un volet plus répressif? Je vous remercie pour votre réponse. Bien, je n'ai pas noté de questions additionnelles. Est-ce que quelqu'un souhaitait intervenir? Alors, allez-y. Allez-y. Oui. Madame Maquet, puis Monsieur Tavel. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Mesdames les rapporteurs, merci pour ce rapport éclairant. Le quick commerce et la livraison de produits alimentaires à domicile soulèvent de nombreuses questions, parmi lesquelles les enjeux de RSE et d'éco-responsabilité. Les entreprises de quick commerce doivent intégrer dans leur modèle économique les enjeux environnementaux, c'est-à-dire les émissions de carbone, le recyclage ou encore l'utilisation des énergies renouvelables. Votre rapport indique qu'en 2019, plus de 200 millions de repas ont été livrés, générant 600 millions d'emballages à l'usage unique. Et les exigences en matière de lutte contre le changement climatique nécessitent la mise en place de mesures normatives. Ma question est la suivante, Mesdames les rapporteurs. Comment inciter les entreprises de quick commerce à utiliser moins de plastique et plus largement, comment les inciter à se verdir? Bien que vous ayez déjà répondu sur le sujet, avez-vous des éléments à préciser? Merci. Merci beaucoup. On termine avec Monsieur Tavel. Merci Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs. Madame Gatel, vous avez dit qu'il paraissait pertinent de régulariser les salariés, les travailleurs sans papier exploités par ces plateformes, ce à quoi nous souscrivons. Le débat sur la loi immigration est repoussé on ne sait quand. C'est sans doute une bonne nouvelle compte tenu de ce qui était prévu dedans. Mais vous avez bien rappelé que c'est une circulaire qui aujourd'hui fixe les conditions de régularisation. Par conséquent, il n'est pas besoin de la loi et le gouvernement a la possibilité, le ministre de l'Intérieur, de prendre une nouvelle circulaire dès demain matin s'il le souhaite. Est-ce que vous avez eu des échanges avec le ministre? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut être entendu par le ministre de l'Intérieur et par le gouvernement dans un délai beaucoup plus rapproché que l'hypothétique discussion d'un projet de loi sur l'immigration? Bien, plus de questions additionnelles. Merci beaucoup. Écoutez, Mesdames les rapporteurs, je vous propose de répondre comme vous le souhaitez, comme vous le sentez. Qui commence? Madame Sabatini, allez-y. Oui, tout d'abord, quelques mots concernant, je crois que c'était la question de Madame Engrand sur la vente d'alcool. Donc, évidemment, on ne peut pas vendre de l'alcool à une personne mineure, puisque sinon, il faut vérifier son état de minorité. Donc, dans le cas des plateformes, c'est un peu plus compliqué parce qu'on ne sait pas qui consomme et qui a derrière, en fait, l'application. Donc, il y a un système qui a été mis en place, notamment pour envoyer une notification auprès du livreur qui sera susceptible de livrer une personne mineure. Et à ce moment-là, il sera en mesure en fait de vérifier son identité. Encore là, deux nuances, parce qu'il faut que le livreur déjà prenne le temps de le faire, donc ce qu'il va avoir le temps de le faire puisque le temps est très bref au niveau entre la commande et la livraison. Et ensuite, il n'y a pas vraiment de contrôle effectif, voire pour vérifier que cette vérification soit effective. Ensuite, Madame Simonet, vous parlez, je crois, de la première version, mais après j'ai envie de vous dire aujourd'hui ça compte plus beaucoup puisque maintenant c'est plutôt l'arrêté et le décret qui vont être appliqués, donc je ne vois pas trop la pertinence de votre question. Concernant ensuite
La question de Madame Grangier par rapport aux travailleurs indépendants, donc la présomption de salariat, c'est pas forcément on n'est pas forcément pour, dans le sens que déjà c'est le juge qui devra caractériser si jamais il y a salariat ou pas. On préconise dans le rapport de faire bénéficier aux travailleurs indépendants de certains nombres de protections, notamment la protection sociale, le droit au chômage, etc., via le système du portage salarial. Ensuite, je pense que je vais laisser ma collègue vous répondre sur les autres questions. Bien. Allez-y, Madame Gatel. Merci beaucoup. Je voulais revenir sur l'intervention de Monsieur Vogetta sur la situation et le business model, les consolidations successives dans le secteur des dark stores, vraiment pour insister sur un point, c'est que les dark stores ne doivent pas être l'arbre qui cache la forêt. Les dark stores, c'est une toute petite partie, un tout petit élément de ce nouveau mode de consommation fulgurant depuis la crise sanitaire, mais qui était arrivé avant, hein, que ce soit les plateformes de livraison ou des acteurs comme Frishti étaient préexistants à la crise sanitaire, contrairement aux dark stores qui effectivement sont arrivés après la crise sanitaire. Mais tous les sujets qu'on évoque là, le sujet de l'impact sur la commercialité de nos villes, sur l'urbanisme commercial, sur le modèle social, le modèle environnemental, se posent au-delà des dark stores. Vraiment, les dark stores, je voudrais vraiment insister là-dessus, ça n'est pas l'arbre, ça ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Parce que le secteur entier de la livraison express de produits alimentaires à domicile, c'est un écosystème d'interdépendance. Vous avez des restaurants de quartier, des chaînes de restauration rapide, des dark kitchens, des dark stores, des acteurs de la grande distribution traditionnelle qui sont dans cet écosystème aux côtés des plateformes de livraison. Vous pouvez vous faire livrer vos courses par Uber Eats, vos courses de n'importe quelle grande marque, comme vous pouvez vous faire livrer vos plats préparés du restaurant de quartier, comme des chaînes de restauration rapide, via les plateformes de livraison. Ce qui pose, et c'est pour ça que tous les sujets qu'on a mis en avant ce matin, tant sur le volet social qu'environnemental, de distorsion de concurrence, doivent trouver une expression au-delà de la pérennité ou non des acteurs des dark stores. Donc je voulais revenir sur quelques sujets, notamment sur le volet social. La question a été évoquée tout à l'heure sur les garanties, les droits qui sont donnés aux livreurs et qui sont d'autant plus nécessaires qu'on est sur un modèle qui est fondé sur la vitesse. Et donc la vitesse, ça signifie enjeu de sécurité routière, enjeu d'accident du travail. Et aujourd'hui, les livreurs, qu'ils soient salariés ou indépendants, ne connaissent pas leurs droits et n'ont pas suffisamment accès à leurs droits. Et c'est ce sur quoi il faut vraiment travailler. Sur la question de la présomption de salariat, on y a répondu. Il y a le sujet du portage salarial et il y a, en attendant le projet de la Commission européenne, voir comment est-ce que ça pourra aboutir au niveau de Bruxelles et comment ce sera transposé dans notre droit. Sur la question environnementale, non, effectivement, le quick commerce, ça n'est pas le e-commerce, et les enjeux environnementaux ne sont pas du même ordre. On en a listé deux principaux, qui sont donc l'utilisation du plastique, des emballages et la nécessité d'avancer sur cette question et de faire en sorte que la loi AGEC puisse irriguer aussi ce secteur de la livraison à domicile. Et puis la question du verdissement des flottes, qui est extrêmement important. Je voulais revenir sur la question de l'alcool, juste pour préciser que ces organisations, qu'il s'agisse des restaurateurs, des dark stores ou des dark kitchens, ont, ou en tout cas on n'a pas d'informations contradictoires, les licences adaptées. C'est juste la question du contrôle par le livreur, dont on a conscience qu'en réalité, ça peut être fait comme ça peut ne pas être fait. Et sur la question migratoire, c'est une position que je défends à titre personnel, mais je considère effectivement que la circulaire Valls, qui aujourd'hui ne prend pas en considération les indépendants pour des raisons qui se justifient totalement, qui sont totalement entendables, ça n'est pas si simple de prendre en considération demain les indépendants. Ça pose par ailleurs d'autres sujets. Et c'est la raison pour laquelle, il me semble-t-il, ça doit faire l'objet d'une discussion plus large, mais en tout cas, c'est un aspect que j'appelle de mes voeux. Merci beaucoup, merci mesdames les rapporteurs pour votre travail et la réponse aux différentes questions que nous avons eues ce matin. Je vais donc soumettre au vote de la commission l'autorisation de publier le rapport d'information. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient?
Eh bien donc, nous autorisons la publication du rapport d'information. Je vous indique que les prochaines réunions seront mardi 9 mai à 17h30, présentation du rapport d'évaluation de la loi du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat. Ce sera Madame Battistel et Monsieur Laverne qui nous présenteront ce rapport. Et puis le mercredi 10 mai, 9h30, 15h et 21h30, on commencera l'examen de la proposition de loi adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée visant à renforcer la prévention de la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie. Ce sera Madame Panonac et Monsieur Lamiraud qui seront les rapporteurs. Bonne journée, chers collègues.